Un peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Winston Churchill, 1948. Depuis ce premier Noël en 1945, après la fin de la guerre, ils se sont bien amusés. Ils se sont aimés. Ils se sont mariés. Ils ont aimé leurs enfants, qui ont aimé à leur tour. Et pourtant, un troisième conflit mondial pouvait éclater à tout moment. L'apocalypse. De 1945 à 1991, le monde de l'Est, dominé par l'Union soviétique, affronte le monde de l'Ouest avec les États-Unis. Les États-Unis, pour mettre fin en août 1945 à la Deuxième Guerre mondiale, font usage pour la première fois dans l'histoire de bombes atomiques qui tuent ou irradient 100 000 êtres humains en une seconde. L'arme atomique devient la vraie menace. Les scientifiques américains inventent alors une échelle de mesure du danger de guerre nucléaire qu'ils appellent l'horloge de l'apocalypse. Si les aiguilles fatidiques atteignent minuit, ce sera la grande catastrophe. Cette horloge symbolique sera souvent à minuit moins 5. Comment ont-ils vécu cette tension permanente qui sera le terreau de notre monde d'aujourd'hui? Comment cet équilibre de la terreur va entraîner de multiples conflits localisés et meurtriers, de l'Indochine à la Corée. Du Vietnam à l'Afghanistan. Des guerres racontées ici avec des documents filmés, parfois remis en couleur, et des images d'amateurs. Tout a commencé par la grande rupture entre l'Est et l'Ouest. « 8 mai 1945, les Français fêtent la fin de la guerre en Europe. Les soldats américains n'ont qu'une idée, rentrer chez eux. Ils savent pourtant qu'ils peuvent repartir pour le Japon, qui n'a pas encore déposé les armes. L'Europe est un chaos. 20 millions de réfugiés tentent de retrouver leur pays dévasté, leurs familles dispersées, leurs enfants perdus. Ce sont tous des personnes déplacées, les survivants des camps nazis, les travailleurs forcés et les derniers soldats de l'armée allemande. Moscou, 24 juin 1945. L'horloge du Kremlin est à l'heure de Staline. Le maître de la Russie, qui s'appelait l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Staline se fait acclamer comme le seul vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il doit sa victoire au sacrifice de 25 millions de soviétiques et aux 200 milliards de dollars de l'aide occidentale. La Première Guerre mondiale avait enfanté du communisme
La seconde l'a placé au sommet du monde. Staline vient de faire main basse sur près de 2 millions de kilomètres carrés en Europe, avec 100 millions d'habitants, en imposant partout, par la force, des régimes communistes. Sur la place rouge, parmi les invités, le chef communiste yougoslave Milovan Djilas. Il écrit « Ces armées et ces maréchaux chargés de graisse et de médailles, ivres de victoire et de vodka, avaient déjà foulé aux pieds la moitié de l'Europe. Et Staline était convaincu qu'il foulerait l'autre moitié au prochain round. » Staline et son état-major ont étudié des plans d'invasion du reste de l'Europe qui seraient soutenus par la prise de pouvoir des partis communistes. Staline compte aussi sur les soulèvements coloniaux pour paralyser les grandes puissances européennes. Le futur danseur étoile, Rudolf Nureyev, vit alors à la campagne, loin de Moscou. Il dit « J'ai été élevé dans un monde d'apocalypse. Mon enfance a été ponctuée par la faim, la peur de la mort, car presque toutes les familles autour de nous avaient perdu un fils, un frère, une sœur, un mari mort à la guerre. Tous espèrent que la victoire fera changer les choses. » Mais sur les bords de l'océan Arctique, dans les steppes du Kazakhstan et les déserts glacés de Sibérie, 2 millions de prisonniers politiques soviétiques sont enfermés au Goulag, les camps de concentration de Staline, pour 10 ans, pour 20 ans, pour la vie. Rendus présentables, ils doivent eux aussi fêter la victoire. Dans Berlin, enclavé dans la zone d'occupation soviétique, Staline va rencontrer les Alliés pour faire le point après la capitulation allemande. La réunion se tiendra à Potsdam, une banlieue moins dévastée que le reste de la ville. Les délégations américaines et britanniques peuvent apprécier les effets de leurs bombardiers, des canons russes et de l'acharnement suicidaire d'Hitler. Les effets d'une guerre. Et seulement quelques semaines après la fin de l'Allemagne nazie, une sourde inquiétude revient. Cette conférence de la Grande Alliance saura-t-elle préserver la paix? Staline arrive le 17 juillet 1945 pour 2 semaines de rencontres au sommet. À Potsdam, la sécurité est maximum, assurée par une armée de 17 000 officiers et soldats du NKVD, la police politique soviétique, avec l'un de ses grands chefs, à côté de Staline, Lavrenti Beria. Staline le présente comme le chef de notre Gestapo, ou notre Himmler à nous, sinistre référence à la police d'Hitler. Le Secret Service, le service secret qui protège le président américain, est lui aussi mobilisé. C'est le premier voyage à l'étranger du successeur de Roosevelt, Harry Truman. C'est la première fois que Truman rencontre l'un des plus grands héros de la guerre, Winston Churchill, qui vient de lui envoyer un long télégramme pour le mettre en garde contre Staline. Churchill écrit « Les Russes viennent de faire tomber un rideau de fer tout le long de leur front. On ne sait pas ce qui se passe derrière. » Le chef du protocole a une mission délicate. Faire asseoir Truman au centre, pour la photo officielle. Et visiblement, il s'inquiète de la réaction de Staline. Staline fait comprendre que c'est lui qui décide des places. Il a conquis Berlin, il est chez lui.
Truman se relève en gardant le sourire. Et Staline, goguenard, lui donne la permission de se rasseoir. Truman prend la mesure de son adversaire. Staline a l'opinion publique avec lui. Il est le petit père des peuples, mais surtout, il a 20 000 chars et 5 millions de soldats. Pour le président Truman, c'est la grande question. Comment arrêter Staline? Où l'arrêter? Les océans pourront-ils protéger l'Amérique? L'Amérique a-t-elle les moyens de défendre l'Europe? Truman n'a qu'une seule carte, l'arme nucléaire. Il a retardé la conférence pour connaître le résultat du premier essai de la première bombe atomique. Au fil des jours, Staline pèse de tout son poids sur les décisions. Personne n'ose le contredire sur le sort de l'Allemagne, qui sera coupée en deux, ou des malheureux pays baltes qu'il vient d'annexer. L'Asie est un sujet majeur pour la conférence de Potsdam. Les Américains achèvent la conquête du Pacifique sur les Japonais. Staline soutient en Chine les communistes de Mao Tse-tung qui attaquent les nationalistes du général Chiang Kai-shek, soutenus par les Américains. Que va devenir l'Indochine, colonie française encore occupée par les Japonais? Les États-Unis imposent le futur désarmement des troupes japonaises de part et d'autre du 16e parallèle, par les Chinois nationalistes au nord et par les Britanniques au sud, sans demander l'avis de la France, qui n'a pas été invitée à la conférence. Ces dispositions seront-elles suffisantes pour empêcher un nouveau conflit? C'est le début de la tension permanente entre soviétiques et américains. Avant la fin de la conférence, le 24 juillet 1945, Truman révèle à Staline que les États-Unis ont réussi le premier essai d'une arme nouvelle, sans prononcer le mot de bombe atomique, secret d'État. Staline reste impassible. Il sait parfaitement de quoi il s'agit. Il est très bien renseigné par son réseau d'espionnage dans les laboratoires secrets américains. Il doit avoir cette bombe le plus vite possible. Il envoie Beria repérer dans la zone d'occupation soviétique les usines allemandes encore debout et rafler l'uranium de Bulgarie ou de Pologne. Les savants soviétiques travaillent jour et nuit sur la bombe, aidés par des sympathisants communistes de l'Ouest. Le 2 août, Staline quitte la conférence de Potsdam. En parlant à Truman de cette nouvelle arme, il lui a dit « Faites-en bon usage contre le Japon ». C'est donc aussi pour impressionner Staline que les Américains lancent la bombe atomique sur Hiroshima, le 6 août 1945. Staline déclare aussitôt la guerre au Japon agonisant. Il peut ainsi faire main basse sur les territoires conquis par les Japonais, comme la région industrielle de Mandchourie et le nord de la Corée, en imposant un régime communiste. Les Américains s'assurent le contrôle du Sud jusqu'au 38e parallèle. Washington fait diffuser largement les premiers films sur les effets de l'arme nucléaire. Hiroshima, seen from the air after the atomic bomb blast that virtually erased this city from the earth. Nagasaki, target for the second atomic bomb. Quel écho à ce cataclysme sur ce Paris de 1945 qui souffre, mais qui recommence à vivre. Modèle chez Lanvin, Miss Paris, Eliette Level écrit « Il y a eu trop d'horreur.
trop de souffrance, trop de sang. Alors ces milliers de Japonais, tout le monde s'en fout. Que chacun prie pour ses morts et que le soleil réchauffe les vivants. Eliette fête la fin des défilés avec sa banquière, venue avec une bouteille de Bordeaux d'avant-guerre qu'elle avait héroïquement cachée aux Allemands. Le directeur de la banque a trouvé un client qui connaissait quelqu'un qui savait où trouver un poulet, dans ces temps de restriction, comme sous l'occupation. La conversation porte sur les communistes que tout le monde admire. Ils ont 150 députés et 5 ministres dans le gouvernement provisoire du général de Gaulle, qui doit reconstruire le pays et lui redonner sa puissance, en partie fondée sur son empire colonial. Sur les cartes des écoles, les Français avaient appris que cet empire s'étendait sur tous les continents et que l'Indochine était la perle de l'Asie. Les Français étaient fiers de cette conquête du 19e siècle. Et ils s'étaient rendus en masse à la fameuse exposition coloniale de 1931. Colonisation, décolonisation vont entraîner la guerre d'Indochine, suivie par l'affrontement Est-Ouest de la guerre du Vietnam. Pendant 30 ans, ce long conflit, appelé par les Vietnamiens la guerre de 10 000 jours, va faire 3 millions de victimes. Cette crise majeure de la guerre froide aura un visage, celui de cet homme, connu sous le nom de Ho Chi Minh. Comment va-t-il s'imposer comme chef des communistes indochinois et déclencher ces guerres sanglantes au nom de l'indépendance? Il était né en 1890. Son vrai nom est Nguyen Sinh Kung. C'est un étudiant brillant. Il va parler 5 langues. Il est le fils d'un fonctionnaire révoqué par l'administration française. Révolté, il s'engage en 1911 comme matelot. Il fait le tour du monde en militant contre l'injustice. 1920, au Congrès socialiste de Tours, qui voit naître le Parti communiste français, Ho Chi Minh dénonce ce qu'il appelle l'oppression en Indochine. Il crie « Camarades, sauvez-nous !» Il collabore à l'Humanité et le Paria, où il dessine lui-même des provocations anticolonialistes. En 1923, il est appelé en Union soviétique pour y être formé avec d'autres communistes étrangers. À Moscou, en 1924, au congrès du Comintern, l'organisme soviétique pour la propagation du communisme, il déclare « Camarades, c'est le patriotisme qui m'a conduit vers Lénine. Nous devons nous concentrer sur les problèmes coloniaux. » En 1930, le Comintern l'envoie en Chine recruter des hommes pour fonder le Parti communiste indochinois avec l'aide de Mao Tse-tung, qui a commencé sa longue marche vers le pouvoir. Ho Chi Minh est alors fiché par la police française comme agitateur révolutionnaire. Sur son dossier, au nom de Nguyen Ai Quoc, un autre pseudonyme, il est indiqué taille 1,62 m, maigre, front bombé, pavillon d'oreilles très écarté. Les Français le condamnent à mort par contumace pour activité révolutionnaire. Il écrit « Nous ne sommes que des sales nègres ou des sales anamites, bons tout juste pour le pouce-pouce ou les coups de canne des administrateurs. » Mais qui sont-ils vraiment, ces Français d'Indochine, ces colons? Certains sont des entrepreneurs, mais la plupart des fonctionnaires, des commerçants, des enseignants avec leurs familles. En 1939, ils sont à peine 50 000. Les Indochinois sont 20 millions, surtout des paysans dans les rizières. Les Français ont conquis, en un siècle, un territoire 1,5 fois plus grand que la France.
établissant leur protectorat sur les royaumes du Laos, du Cambodge, de l'Annam, colonisant les plaines fertiles de la Cochinchine et exploitant les richesses minières du Tonkin. Le Tonkin, que les Français de France ne connaissent que par la rengaine coloniale de Lina Margy, ma tonkinoise. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. Il y en a d'autres qui font les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Ces colons, qui ont vécu un rêve entre le bateau dans la sublime baie d'Along, la piscine ou le tennis. Ils ont construit aussi des routes et des villes, des écoles et des églises. Au centre, en Annam, les colons cultivent le pavot et fournissent l'opium pour la médecine en faisant la fortune de Saigon, la grande ville du Sud. C'était le temps où les grands mariages se faisaient en grand uniforme. Robert Pila, issu d'une famille de négociants en soierie, épouse Gillette de Bois-Boissel, la fille du général commandant en chef en Cochinchine. 1940, la France est vaincue. Le Japon, allié de l'Allemagne, s'installe en Indochine en gardant l'autorité française complaisante. La situation est favorable pour Ho Chi Minh qui revient clandestinement par le nord, après 30 ans d'exil. Il veut organiser la lutte vers l'indépendance. Il se cache, près de la frontière chinoise, au bord d'une rivière qu'il baptise Lénine. En fumant 3 paquets par jour, il construit sa stratégie. Il a choisi ce pseudonyme de Ho Chi Minh, qui signifie « celui qui éclaire », pour apparaître plutôt comme un chef spirituel. Il crée un mouvement de résistance qu'il baptise « Alliance pour l'indépendance », en vietnamien « Vietnam Doc Lap Dong Minh Noi », en abrégé « Viet Minh ». Une appellation qui ne trompera pas les autres indépendantistes non communistes. Ceux qui le rejoignent sont des militants de valeurs comme Von Nguyen Giap, 30 ans, professeur d'histoire et pianiste, qui se révélera chef de guerre. En 3 ans, Giap, en se finançant par la vente d'opium, réussit à endoctriner et forger une véritable petite armée pour lutter contre le pouvoir colonial français et les fascistes japonais. Dans toute l'année 44, les Américains aident Giap et Ho Chi Minh en larguant des armes, des munitions et en parachutant des conseillers militaires. Ils vont le regretter. Les Américains comptent sur cette guérilla contre les Japonais, mais ils sont aussi anticolonialistes. Le président de l'époque, Franklin Roosevelt, dit « Quand nous aurons gagné la guerre, je travaillerai de toutes mes forces contre les ambitions impérialistes de la France. » « 1945. La zone Viet Minh s'étend de plus en plus. Nombreux sont les Tonkinois qui la rejoignent. Ho Chi Minh dit « Notre peuple, sous le double joug japonais et français, a été saigné littéralement. Le résultat a été terrifiant. Plus de 2 millions de nos compatriotes sont morts de faim. » L'histoire va s'accélérer pour Ho Chi Minh. Le 9 mars 1945, il entend une nouvelle extraordinaire. Les Japonais arrêtent les fonctionnaires français et tuent ou désarment les militaires.
Le Japon, très menacé par les Américains, s'est débarrassé de l'armée française qui aurait pu en profiter pour reprendre le contrôle de l'Indochine. Et en août 1945, Ho Chi Minh sort de son bastion dans la jungle quand il apprend les attaques nucléaires américaines sur le Japon. Pour lui, c'est son moment historique. Il n'y a plus d'autorité nulle part en Indochine. Les Chinois et les Britanniques, qui doivent remplacer les Japonais, ne sont pas encore arrivés. Il va faire le pari de sa vie. Ho Chi Minh apparaît au grand jour à Hanoï le 2 septembre 1945 pour exiger l'indépendance du Tonkin, mais aussi de l'Annam et de la Cochinchine, qui porteraient le nom de Vietnam. Le Laos et le Cambodge revendiquent eux aussi l'indépendance. À Hanoï, Ho Chi Minh harangue la foule. Il dit « Nous déclarons nous affranchir de tout rapport colonial avec la France impérialiste. Notre peuple est décidé à sacrifier sa vie pour sa liberté et son indépendance. » Il fait brandir le drapeau rouge à l'étoile d'or du Viet Minh et celui des États-Unis avec le portrait de Truman. Mais le nouveau président est moins favorable aux indépendantistes. Ce même jour, le 2 septembre 1945, le Japon signe sa capitulation à bord du cuirassé américain Missouri. Celui qui représente la France est le général Leclerc, l'homme qui a contribué à délivrer Paris avec sa 2e division blindée. C'est cette force et ce chef que De Gaulle va charger de restaurer l'autorité de la France en Indochine. Le général Douglas MacArthur, le vainqueur du Pacifique, est catégorique sur la reconquête de l'Indochine. Il dit à Leclerc « Amenez des troupes, plus de troupes, le plus que vous pouvez. » À Saïgon, les jours qui suivent la proclamation d'indépendance, les colons angoissés se pressent au centre d'information. Que vont-ils devenir? Le journaliste Lucien Baudard écrit « La déception, l'amère et atroce désillusion. Les Annamites se révèlent 1000 fois plus hostiles que sous les Japonais. La révolution embrase l'Indochine en quelques jours. » À la terrasse du café Tout va bien, Philippe Franchini, 20 ans, raconte. Jamais la haine n'a encore creusé un tel fossé entre les deux communautés. Des éléments incontrôlés parcourent la ville avec des pics de bambou et des poignards. Ils massacrent et brûlent les maisons. Les colons s'arment pour protéger les files d'attente aux magasins encore ouverts. Les bureaux qui fonctionnent distribuent des tickets de rationnement. Mais un long mois après la déclaration d'indépendance d'Ho Chi Minh, en pleine mousson, le 5 octobre 1945, le général Leclerc arrive à Saïgon. Il est investi de tous les pouvoirs militaires pour reprendre l'Indochine. Leclerc commence par prendre contact avec les Britanniques qui viennent d'arriver et sont déjà dépassés par les événements. Ce sont eux qui ont fourni, par solidarité coloniale, les moyens maritimes pour acheminer les premiers éléments des 30 000 hommes qui composeront l'armée de Leclerc. Ce sont, en principe, des volontaires, mais certains s'étaient engagés avant la fin de la guerre pour combattre le Japon et se retrouvent en Indochine. Après l'euphorie de l'accueil des colons, tous sont frappés par la chaleur épouvantable. Les nuées de moustiques, les insectes venimeux, les animaux féroces de la jungle. Pour certains, c'est l'aventure qui commence. Pour tant d'autres,
C'est, dans ces temps difficiles, un moyen de nourrir leur famille. Quelques-uns ramèneront des images de l'extraordinaire beauté du pays. Leclerc lance ses blindés dans une démonstration de force pour reconquérir la Cochinchine, en s'enfonçant d'abord dans ce grand marécage près de Saïgon, la plaine des gens. Le général Leclerc a choisi le colonel Massu pour mener l'opération. C'est un baroudeur de légende, mais il est vite obligé d'avouer ses difficultés. Le Viet Minh détruit les ponts et coupe les routes la nuit en y creusant des tranchées. Les tankistes deviennent des terrassiers. Formés pour les grands mouvements de blindés, ils vont affronter une guerre inconnue. Le correspondant en Indochine du journal Le Monde, Philippe de Villers, écrit « Nous avancions sur les routes. Et tout à coup, il y en avait un qui tombait. Et personne ne savait d'où venait le coup de feu. Après avoir tiré, les Viettes se cachaient sous l'eau et respiraient avec des bambous. Les Viettes. C'est ainsi que les Français appellent les soldats du Viet Minh, ou les Nyakwe, les bouseux. Ce sont pour la plupart des paysans. Ils sont très jeunes. Et puis, il y a aussi les mines cachées dans les bambous et des pièges empoisonnés. En quelques semaines, 300 Français sont mis hors de combat. Les soldats s'angoissent. Une guerre comme celle-là ne peut se gagner que par le renseignement. Mais pas un villageois ne donne une information. En fait, le Viet Minh n'est pas très implanté en Cochinchine. Ho Chi Minh a besoin des autres indépendantistes, quitte à les éliminer plus tard. Avec Giap, il choisit comme chef de la guérilla dans cette région Nguyen Binh, 29 ans, qui n'est pas communiste, mais militant anti-français fanatique. Aux ouvriers agricoles, aux jeunes, aux vieux, Nguyen Binh promet la terre. Et aux propriétaires, il écrit « Je ne suis d'aucun parti, je me bats pour la patrie ». Le journaliste Lucien Baudard raconte « Dans le sang et les tortures, Nguyen Binh mène sa résistance. Il imagine des supplices raffinés auxquels il assiste et il proclame « Pour la cause, on ne doit reculer devant rien. Plus on se dégrade, plus on s'élève. » La violence entraîne la violence. Leclerc juge utile de mettre des limites. Il précise, dans une note à ses soldats, il faudra garder une juste mesure. Ne pas voir dans tout Annamite un dangereux bandit. Ne pas non plus se laisser aller à trop d'indulgence. Mais personne n'a le droit d'abattre des prisonniers. Ils doivent être interrogés et jugés. Tout pillage est interdit. Pas de destruction inutile. Pas de brutalité envers les femmes et les enfants. Tout Annamite qui serait injustement maltraité risquerait d'être perdu pour la cause française. La machine infernale est en marche. Au début 46, les insurgés sont de plus en plus nombreux et leurs coups de main de plus en plus audacieux. Le général Leclerc, enrage d'être bloqué en Cochinchine,
alors qu'il connaît l'urgence de la situation des colons au nord, au Tonkin, où les communistes contrôlent Hanoï. Mais les Français avancent péniblement. Leclerc est pessimiste. Il dit « Ce n'est pas avec une division que l'on conquiert un pays surexcité, armé, et grand comme une fois et demie la France. Il faudrait 500 000 hommes. Pour qu'une solution militaire puisse être trouvée, il faut une solution politique. Il faut négocier. Négocier, ce sera la grande affaire d'un homme qui va entrer dans l'histoire, Jean Sainteny. Il est venu pour la première fois en Indochine en 1929, comme banquier. Playboy irrésistible, mi-diplomate, mi-espion, ce James Bond à la française a épousé la fille du puissant ministre des colonies et ancien gouverneur de l'Indochine, Albert Sarraut. Sainteny, résistant et compagnon de la libération. De Gaulle l'envoie de nouveau à Hanoï en août 1945. Pendant que la guérilla Viet Minh ensanglante le Sud, Sainteny et Ho Chi Minh négocient difficilement. Ils finissent par conclure les accords du 6 mars 1946, reconnaissant le Vietnam comme un État libre. Ho Chi Minh, de son côté, accepte le retour des forces françaises au Tonkin pour remplacer les troupes chinoises. Et le drapeau français flotte à nouveau sur le port d'Hanoï, Haiphong. Si Ho Chi Minh a signé, c'est parce qu'il a besoin des Français pour se débarrasser des Chinois qui pillent le pays et menacent de rester indéfiniment. Les communistes indochinois ont du mal à accepter les accords qui donnent le droit aux Français de rester encore 5 ans au Tonkin. Ho Chi Minh leur dit « Il vaut mieux renifler la merde française pendant 5 ans que manger la merde chinoise le restant de ses jours. » Le 18 mars 1946, les blindés du général Leclerc font leur entrée dans Hanoï. Les colons, les 20 000 colons français, étaient jusque-là à la merci du Viet Minh, et leur soulagement est immense. Leclerc est accueilli par Jean Sainteny. Ils se connaissent bien depuis la libération de Paris. Sainteny vit un moment inoubliable. Il entraîne Leclerc au balcon de son bureau et le général a un geste gaullien. Il crie à la foule « Hanoï, dernière étape de la libération ». Sainteny continue son récit. Leclerc saute dans une Jeep, prend le volant, me fait monter à côté de lui. Nous traversons une foule en délire. Ma mission est accomplie. Il ne me reste qu'à regagner la France, dit-il imprudemment. Sainteny emmène Leclerc chez Ho Chi Minh, qui occupe un palais colonial. Sous les flashs, ils boivent à l'amitié des peuples et à la future reconnaissance définitive par la France de l'État libre du Vietnam. Mais rien ne se passera comme prévu. Leclerc et Sainteny assistent ensuite à une prise d'armes où Giap, ministre de la Défense du futur État vietnamien, présente son premier bataillon. Leclerc salue, imperturbable, ses ennemis Viet Minh. Giap, le poing levé, annonce que la lutte commence. Les Tonkinois se sont massés, contenus par des miliciens Viet Minh. Dans la foule, des murmures. C'est Ho Chi Minh qui est visé. Le vieux renard s'est fait rouler pour avoir accepté le retour de l'armée française. Cette revue militaire française, destinée à impressionner le Viet Minh, se double d'une grande revue navale à laquelle Ho Chi Minh est invité. Il va enfin rencontrer le plus haut responsable français, l'envoyé du général de Gaulle,
l'amiral Thierry d'Argentlieu. Il est embarqué dans un hydravion, toujours accompagné de Saint-Denis. Il survole la mythique baie d'Along. Saint-Denis sent l'émotion étreindre le chef du Viet Minh. Il écrit. Une photo nous montre dans l'avion. Pendant que je bourre ma pipe, le chef du Viet Minh est sagement assis, son casque colonial sur la tête, les deux mains sur sa canne de bambou. Mais son regard est farouche. C'est celui d'une bête traquée. Saint-Denis tente de le rassurer, de le mettre en confiance. Mais Ho Chi Minh ne peut pas écarter l'idée d'un piège. Et si les Français allaient l'arrêter? Saint-Denis écrit. Quand je revois la masse énorme du croiseur, hérissée de canons, vraie forteresse flottante, je comprends qu'il lui avait fallu du courage. Le sifflet d'honneur salue Ho Chi Minh, accueilli par le représentant du pouvoir civil, l'amiral Georges Thierry d'Argentlieu, qui est aussi dans le civil, moine carmélite. Comme l'ordonne de Gaulle, il veut garder l'Indochine et surtout ne pas la livrer aux communistes. Thierry d'Argentlieu propose de réunir une conférence avec d'autres nationalistes pour rediscuter les premiers accords. Mais au contraire, Ho Chi Minh veut que ces accords soient ratifiés à Paris pour obtenir une véritable reconnaissance d'indépendance. Même si la question n'est pas réglée, Saint-Denis écrit « Je voyais la satisfaction d'un homme qui nous avait toujours combattus dans l'ombre, à se trouver soudain traité d'égal à égal. » Et Ho Chi Minh s'en va, en se débarrassant nerveusement de sa cigarette. Leclerc va prendre quelques heures de détente avec des colons qui font du voilier sur l'un des lacs d'Hanoï. Claude Guillonneau est parmi eux. Il a 25 ans. C'est un négociant en Champagne de père en fils à Hanoï. Il a rapporté ces images et une photo de Leclerc sur le bateau avec la star olympique du plongeon, Maddy Moreau. Claude Guillonneau raconte. On a parlé de la situation avec Leclerc qui nous a dit « On va être obligé de partir. On ne peut pas continuer. Ce n'est pas possible. » Tout le printemps 46, le Viet Minh maintient la pression en prévision de la grande conférence qui se tiendra à Fontainebleau près de Paris, comme le souhaite Ho Chi Minh. Thierry d'Argentlieu s'efforce de sourire en faisant ses adieux à Ho Chi Minh, qui part pour la France le 31 mai 1946. Son avion est dérouté, le successeur de De Gaulle vient d'être renversé par le Parlement. Il faut attendre la formation d'un nouveau gouvernement pour mener les négociations. L'appareil se pose à Biarritz pour qu'Ho Chi Minh aille se reposer dans la villa de Saint-Denis. Il va y passer 3 semaines de vacances forcées, les seules de sa vie. Et, dira-t-il, les meilleurs moments qu'il ait vécus. Il se plaint seulement de ne pouvoir rencontrer le général de Gaulle, mais de Gaulle ne reçoit personne. Il atterrit finalement à Paris et il reçoit un accueil de chef d'État. Et il assiste même au défilé du 14 juillet aux côtés des généraux Juin et Delattre. Une grande réception est organisée en l'honneur d'Ho Chi Minh, accueilli chaleureusement par l'épouse de Saint-Denis, Lydie Sarraut, pendant que la situation se dégrade en Indochine. Pour faire pression sur les Français,
le Viet Minh attaque des convois et tue des soldats. Et après un mois de dialogue de sourds, la conférence de Fontainebleau se termine sur la signature d'un vague protocole et Ho Chi Minh repart. Il a refusé de prendre l'avion, par peur, a-t-il dit, d'un attentat. Il va mettre 3 semaines pour arriver à Haiphong, le port du nord de l'Indochine, le 20 octobre 1946. Sa longue absence, bien calculée, a permis à Giap de préparer la guerre et éliminer dans le sang les rivaux politiques des communistes. Le temps n'est plus à la conciliation. Ho Chi Minh n'a pas pu s'entendre avec les Français sur les 2 sujets majeurs: l'indépendance et la réunification des 3 provinces, le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine, dans ce nouveau pays qui s'appellerait Vietnam et qui serait communiste, ce que les Français refusent obstinément. Haiphong, 23 novembre 1946. Le contrôle d'une junte dégénère. Des miliciens Viet Minh tirent sur les Français, faisant des morts. La marine riposte au canon, faisant plusieurs centaines de victimes. Ho Chi Minh adresse un appel à la lutte armée. Que celui qui a un fusil se serve de son fusil. Que celui qui a une épée se serve de son épée. Si on n'a pas d'épée, que l'on prenne des pioches et des bâtons. Que chacun mette toutes ses forces à combattre le colonialisme pour sauver la patrie. Alors c'est la grande insurrection d'Hanoï. Pendant plus d'1 semaine, le Viet Minh se rue sur tous les symboles de la présence française, comme l'Institut Pasteur, l'un des plus grands centres de prévention des maladies tropicales en Asie, totalement dévasté. Le correspondant de guerre Lucien Baudard écrit: les soldats français, assaillis de tous côtés, ont tenu des jours et des nuits, dans un Hanoï de cauchemar. Les Français découvraient dans les ruines des cadavres de femmes éventrées, percées de bambou. Ils devenaient enragés eux aussi. Personne ne faisait de quartier. La guerre d'Indochine vient de commencer. Dans cette année 1946, ce n'est pas seulement l'Indochine qui aggrave la tension entre les Soviétiques et les Occidentaux. Staline va aussi menacer les intérêts de la Grande-Bretagne. Les Britanniques protègent leur fameuse route des Indes, qui les mène aussi au pétrole d'Irak et d'Iran, dont l'Europe est de plus en plus dépendante. Mais les chars soviétiques pénètrent dans le nord de l'Iran, sous les acclamations organisées par le Parti communiste local. À l'ONU, les Britanniques soutiennent l'Iran, qui saisit le Conseil de sécurité. Churchill, qui n'est plus au pouvoir mais toujours influent, vient dire au président Truman que cette crise iranienne marque une nouvelle avancée de Staline. Nobody knows what Soviet Russia and its Communist International Organization intends to do in the immediate future, or what are the limits, if any, to their expansive and proselytizing tendencies. Truman s'engage résolument aux côtés des Britanniques et ils font reculer les Russes en Iran. À Moscou, au théâtre Bolchoï, Staline proclame:
Une nouvelle guerre est inévitable et l'URSS a besoin de développer sa force pour lutter contre l'Occident. Un diplomate américain en poste à Moscou, George Kennan, écrit « Staline se considère en guerre perpétuelle avec le capitalisme. » Truman répète aux journalistes « Les États-Unis n'ont aucune envie de faire la guerre contre qui que ce soit. » Mais il dit en privé « Le communisme est aussi dangereux que le nazisme et Staline est un ennemi aussi implacable qu'Hitler. » Les Américains expérimentent leurs armes nucléaires dans le Pacifique, sur l'atoll de Bikini. L'explosion de ces bombes atomiques, dans ce décor paradisiaque, donne l'idée à des créateurs de mode français de proposer une bombe anatomique, le plus petit maillot de bain de l'histoire, aussitôt appelé Bikini, et aussitôt interdit sur les plages d'Europe. Le monde continue de tourner, malgré l'escalade de la peur.